Madame, Monsieur, bonsoir ici et ailleurs, c'est Sacro-Saint ici à Immédiat qui s'intéresse aussi bien au dedans qu'au dehors en cette fin de mois d'octobre. Les yeux de l'actualité regardent les bords de la lagune ébriée à Abidjan et la Côte d'Ivoire en règle générale. Ça vote donc là-bas demain pour la présidentielle dans une élection complexifié par le troisième mandat ou la troisième candidature de Alassane Ouattara et l'oxymore de l'opposition, le boycott actif et la désobéissance civile décrétée aussi bien par Henri Konan Bédié que Pascal Afi Nguessan, un quatrième candidat est là-bas en lice Kouadio Konan Bertin. Et nous recevons ce soir un invité sur le plateau, issu du PDCI RDA, Monsieur Kofi Romuald Kouakou. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le délégué général donc, du PDCI ici au Sénégal. Et au téléphone, nous aurons également un représentant du RHDP, Monsieur Kouadio Fortune, qui débattra ou discutera tout à l'heure avec vous. Nous aurons aussi notre envoyé spécial depuis Abidjan, en l'occurrence Babacar Ndao Faye, qui nous fera la situation. Cette situation politique sera aussi analysée par un confrère depuis Londres qu'on va avoir tout à l'heure. Il s'appelle Pierre Koubaka. Il est donc journaliste spécialisé dans la résolution des conflits. La première question donc que nous allons poser à notre invité qui représente ici Henri Konan Bédié du PDCI. Qu'est-ce que le boycott actif à vos yeux? Ce sont deux mots totalement contradictoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonsoir monsieur, et je vous remercie de mettre à votre chaîne à la disposition du PDCID afin de s'exprimer. Alors, moi, c'est M. Kofi Kouakou Romuald, délégué général du PDCI-RDA au Sénégal et représentant direct du président Bédié. Alors, le boycott actif, comme le sens du thème le dit, le boycott actif a été lancé dans le sens de la désobéissance civile. Ceci veut dire, le président Ouattara a fait 2 mandats. En 2010, il a été élu pour un mandat de 5 ans. De 2010 à 2015. Ensuite, de 2015 à 2020. Le président Bédié, président du PDCI, l'a accompagné dans ces 2 mandats où il a interdit les militants du PDCI-RDA à voter un candidat indépendant, c'est-à-dire qu'il a choisi le président Ouattara. En retour, le président Ouattara et son parti, le RDA, devaient nous ramener la censure, c'est-à-dire soutenir un candidat issu des rangs du PDCI-RDA. C'est là qu'il y a eu la première mésaventure entre les 2 présidents, parce que le président Ouattara n'a pas tenu de sa promesse. Ensuite, la constitution ivoirienne autorise la limitation des 2 mandats. Le changement de constitution en 2016, que le M. Ouattara lui-même a écrit et voté, stipule que ce n'est pas rétroactif. Donc la limitation des 2 mandats de l'ancienne constitution est toujours d'actualité. Très bien. Donc, le boycott actif, ça n'implique pas la violence. Vous n'appelez pas à brûler des urnes ou bien à saccager quelques centres de vote. Non, le boycott actif en scène propre, c'est-à-dire que nous ne participerons pas au processus électoral, qui est la révision et le retrait des cartes d'électeurs, le vote. Et pour ça, il faut qu'on empêche le processus électoral de façon pacifique pour ne pas qu'il parte au bout. Maintenant, les pneus qui sont brûlés, les arbres qui sont brûlés, les gens disent que c'est le président Bédié, c'est le président Afi. Non, c'est les Ivoiriens qui en ont marre, qui sortent pour barrer les routes, pour ne pas que le matériel électoral quitte le nord pour aller au sud ou quitte l'est pour aller à l'ouest. C'est ce qui se passe au fait. Sinon, le boycott actif a été un succès. Moi, je suis délégué de 5 pays, comme vous l'avez vu. J'ai fait campagne pour ne pas que les militants, les Ivoiriens, ne retirent les cartes d'électeurs.
C'est ça le boycott actif. Et ici à Dakar, moi-même qui vous parle, je n'ai pas retiré ma carte d'électeur. Donc bien. ça prouve que le boycott actif a marché. Et je termine. Et le boycott actif, c'était dans le cadre que si les cartes d'électeurs ne sont pas retirées, et la CEI même a dit que sur 100%, il n'y a que 40% qui ont retiré la carte d'électeur. Très bien. On va voir avec la réalisation donc si votre vis-à-vis donc Kouadio Fortune est en ligne. Bonsoir Monsieur Fortune. Alors bonsoir e-radio ou ITV. Très bien. On va vous poser une question. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de l'opposition là-bas qui appelle au boycott actif et pourquoi donc pourquoi votre candidat Alassane Ouattara a forcé donc pour briguer un troisième mandat? Ok, merci vraiment de nous avoir donné l'occasion de participer à cette émission qui parle effectivement des enjeux de l'élection présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai écouté M. Kofi Kwaku Remiad. J'aurais bien aimé que ce soit plutôt le FPI qui s'exprime ainsi, mais pas le PDCI de Henri Konan Bédié. Parce que on lui a demandé tout à l'heure de définir qu'est-ce que le boycott actif ou la désobéissance civile. Mais ce que lui, il explique, je ne pense pas que M. Atin Guessin a eu le temps de définir. Hein. Même M. Blé Goudé, même leur a expliqué. Parce que quand on parle de désobéissance civile, ça ne veut pas dire d'aller bloquer le vote et quoi que ce soit. Il s'agit de rester plutôt à la maison, ne pas aller au travail, ne rien faire et bloquer tout ce qui est comme activité économique et tout. Nous savons très bien que Mahatma Gandhi en a prononcé cette désobéissance civile pendant la période comment dirais-je, de la période où ils étaient sur le point de réclamer l'indépendance de l'Inde. Et nous savons qu'est-ce que cette définition de désobéissance civile a eu comme impact sur les activités du pays et tout. Donc moi je pense que M. Kwaku Remiad doit quand même se rappeler d'où nous venons. Parce que le RHDP est né avec Henri Konan Bédié, qui était le président du directoire même, c'est lui qui a tout peaufiné au Golfe avec son frère Alassane Ouattara. Ils ont tout préparé ensemble avec les ministres, tous ceux qui sont ministres aujourd'hui dans le gouvernement. Et c'est ensemble qu'ils ont décidé de mettre sur pied une coalition de plusieurs partis. Et je peux dire que le FPI de Atin Guessin avait dit en son temps, en 2016, que eux, ils ne participaient pas à ce référendum tout simplement parce que ça donnait l'opportunité au président Alassane Ouattara de briguer encore un autre mandat. Et je comprends que M. Mamadou Koulibaly aussi avait emboîté le pas à M. Atin Guessin. Très bien. Mais M. Henri Konan Bédié a bien voté sur le référendum. Et vous avez bien écouté M. Kobena Adjoumani, qui était le porte-parole en son temps du PDCI, qui a même dit qu'ils sont allés vers M. Bédié pour lui dire qu'il ne fallait pas faire une autre constitution, de ne pas faire un autre référendum, mais plutôt de retirer quelques articles qui pouvaient porter à confusion. Très bien. Et M. Bédié, qui avait déjà vécu une expérience déjà en 2000 avec le coup d'État de Guéhi Robert, ne voulait plus entendre parler de cette constitution que M. Kwaku et M. Kofi Remiad vient de définir. Oui. Mais quand on dit qu'on fait une constitution, il y avait l'Assemblée nationale qui était là, on pouvait partir tout simplement retirer quelques points qui n'étaient des points d'échauffement et de les retirer tout simplement et continuer dans la constitution de 2000. Mais quand on passe à un référendum, ça veut dire qu'on passe à une autre constitution. Très bien. Et quand on passe à une autre constitution, oui. Monsieur Kouadio, non, on va revenir à vous tout à l'heure. On va permettre à votre vis-à-vis de rebondir sur vos propos. Donc, à l'entendre parler, votre candidat ne sait pas sur quel pied danser. Il est en train de zigzaguer. Et il se dit même qu'il a envie d'une
revanche parce qu'il se dit que Ouattara l'aurait trahi, entre guillemets. Qu'est-ce que vous répondez à M. Fortune? Alors, j'ai très bien écouté M. Fortune. Je pense que tout ce qu'il a avancé, c'est vraiment dans le sens du RHDP. En effet, ce qu'il a dit, c'est pas faux. Le président Bédié et le président Ouattara se sont associés en 2010 pour créer le RHDP. Ils l'ont fait depuis 2005 même à Paris. Là, il y a la création du RHDP. Maintenant, ensemble, en 2016, ils ont changé la constitution. En changeant la constitution, ils ont levé la limite d'âge, qui était à 75 ans. C'est ce qui permet aujourd'hui à M. Bédié d'être candidat même à 86 ans. Ils ont supprimé la visite médicale. C'est-à-dire que maintenant, avant, il y avait 3 médecins indépendants qui faisaient une visite avant que vous soyez candidat. Ça a été supprimé. Ça veut dire qu'on peut être candidat chez vous là-bas en étant malade, quoi. En étant malade. Même en ayant 100 ans, tu peux être candidat. Ça, c'est la constitution qui le dit. Maintenant, votre candidat, il va bien? Très bien. Il a ses facultés mentales, physiques, il va très bien. Moi, je suis tout le temps avec lui quand je vais à Abidjan. Je vous dis qu'il va très bien. Bon, là, on ne parle pas de sa santé. Ce que M. Fortune est en train de dire, je l'ai écouté. Je pense qu'il soutient que le président Ouattara brigue un mandat normal. Et que lorsqu'on a changé la constitution en 2016, ça a fait une nouvelle république. C'est ce qu'il a exposé. Voilà. Et ça, même les propres juristes de M. Ouattara, son ministre de la Justice, Sansan Kambilé, son conseiller Cissé Barongo a dit lui-même à plusieurs reprises que la nouvelle constitution ne permet pas à M. Ouattara d'être candidat. Maintenant, concernant tous ces détails de la constitution, du boycott, moi je veux qu'on parte un peu sur le domaine moral. Le président Ouattara a convié le Congrès à Yamoussoukro. Vous savez, le Congrès, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le peuple, il s'est exprimé. Il a dit, je ne suis plus candidat. Une parole d'un grand homme. Le président Macron même a salué cette décision historique. Entre-temps, le dauphin... le dauphin était vivant. Ouais. Son excellence, M. Amadou Gon. Mais après, il est décédé. Il est décédé. Ça nous fait tous mal, c'est notre Premier ministre. Mais la Constitution ne dit pas que si le Premier ministre décède, le président qui n'a pas mandat de faire un troisième mandat, soit candidat. Très bien. Certes, le décès, c'est une force de cas majeur. C'était à 3 semaines. Ouais. On pouvait trouver un autre cadre du RHDP être candidat. Très bien. On va redonner la parole à Kouadio, tout en lui demandant un peu de résumer ses réponses, parce que nous devons également entrer en contact avec notre envoyé spécial à Abidjan, Babacar Ndaoufei, qui nous fera la situation et les derniers éléments. Donc, M. Kouadio, la question est la suivante. Pourquoi Alassane Ouattara n'a pas eu la grandeur, entre guillemets, de sortir par la grande porte? Je pense que le président Alassane Ouattara est sorti par la grande porte. Il a été même plus honoré. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a ce que tu fais. Et puis, il y a ce que les autres regardent et les autres admirent et les autres te demandent. Lui, il a eu la chance, parmi tous les chefs d'État, j'enlève le président Houphouët-Boigny, mais que ce soit Bédié, que ce soit Gbagbo, mais Alassane, quand on met les 3 présidents, il a été le seul président que la population s'est déplacée pour venir lui demander de venir être candidat. Pourquoi? Parce qu'il a compris le message de la population. Il a donné à la population ce qu'il avait promis pendant l'élection présidentielle de 2010 et de 2015. Ce que le peuple attend des politiciens, c'est d'être capable de leur donner le minimum. Le minimum d'eau potable, le minimum d'électricité, le minimum de routes pour se déplacer, pour faire leurs activités. Maintenant, le président Alassane Ouattara, comme M. Kouakou disait que oui, que la balle a été donnée à M. Bédié et que M. Alassane n'a pas respecté cette parole. On n'a jamais eu cette preuve que M. Alassane Ouattara a dit à Bédié que je te cède facilement le pouvoir, comme si ça se monnayait entre 2 personnes. Non, le pouvoir, ça s'arrache. Le président Alassane Ouattara a lutté en 2015 sous Bédié, qui avait déchiré sa nationalité. En 2020,
il a lutté pour attendre. En 2005, il n'y a pas eu d'élection. En 2010, il a fallu que l'ONU insiste et impose une date pour qu'il y ait élection. Mais M. Bédié lui-même, les gens lui ont demandé. J'ai écouté le président Alassane Ouattara qui a dit qu'on a dit à Bédié de proposer 3 personnes dans son parti. Lui, Alassane Ouattara, il propose 3 personnes dans son parti. Les autres proposent 3 personnes dans leur parti au niveau du RHDP. Et on part au primaire. Mais Bédié aurait pu accepter. Maintenant, lui, il n'a pas accepté parce qu'il voulait se présenter, il n'a pas été clair. Mais maintenant, le président Alassane Ouattara a cédé. Il a donné le pouvoir à la population. Et on l'a acclamé. Mais vous reconnaissez que déjà, à 3 semaines des élections, lui qui a été présenté à la population, vous savez qu'on a une population analphabète, majoritairement analphabète, reconnaître le visage de quelqu'un en 1 semaine ou 3 semaines des élections, c'est pas facile. Maintenant, le peuple a donné le pouvoir à Alassane Ouattara. Il a accompli ses 2 mandats. Maintenant, le peuple lui dit qu'on t'a aidé à aller au pouvoir. Maintenant, nous, on a besoin de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Si le destin, il y a la Constitution qui a dit, et on dit bien très bien que c'est le premier mandat de la 3e République. Parce que c'est en français, hein, et c'est pour ça qu'on dit à l'opposition d'apprendre à éviter la chaise vide. Qu'ils apprennent à s'asseoir. Quand on parle des élections législatives, il faut qu'ils participent. Parce qu'ils ont cette politique, cette habitude de quitter la chaise vide et après venir se plaindre. C'est écrit en français. C'est bien écrit en français. Quand vous êtes là, vous n'êtes pas des analphabètes, vous partez poser une question à des intellectuels qui sont membres d'un parti où vous leur dites que est-ce qu'Alassane Ouattara va se présenter en 2020? Mais vous n'êtes pas des intellectuels pour lire. Vous ne pouvez pas lire la Constitution pour vous rendre s'il peut se présenter ou pas, vous pouvez poser des questions à d'autres personnes. Vous voulez qu'ils vous répondent comment? Prenez et lisez. Monsieur Kouadio. Vous faites la politique de la chaise vide. Vous ne participez pas aux élections législatives. Maintenant, quand on vote les lois, vous venez vous plaindre pour prendre des mots, des portions de phrases et dire que telle personne n'avait pas le... Monsieur Kouadio. Mais M. Bédié aurait pu choisir un candidat. À 86 ans, il aurait pu choisir un candidat. Monsieur Kouadio. Il peut juger les autres. Mais Alassane, lui, il a cédé la place. Mais le peuple se réclame. Et puis, il a bien dit que j'ai fait un sacrifice. Et c'est son destin. Parce qu'il y a ce que la Constitution dit, il y a ce que les hommes veulent, mais il y a ce que Dieu dit. Merci, si Kouadio. On n'était pas promis pour être candidat. Voilà, on va vous reprendre tout à l'heure. On n'aurait pas eu ce problème. Donc, je veux dire à M. Kouakou que lui-même, il n'est pas bien placé pour parler de ce dossier parce qu'il est partie prenante à 100% de la rédaction de cette Constitution. Et il connaît le contenu du premier article jusqu'au dernier article, il connaît la vérité. Très bien, Monsieur Kouadio. C'est pas la peine de raconter autre chose pour parler de quelle personne devait être. Actuellement, on n'est même plus dans ce débat parce qu'on a des institutions qui sont bien établies. M. Bédié, quand il était président de la République, c'est la Cour constitutionnelle où c'était plutôt le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Très bien, M. Kouadio, on a bien compris. Donc, on va vous reprendre tout à l'heure pour voir un peu les chances de votre candidat. Après qu'on a pris donc notre envoyé spécial qui se trouve à Abidjan. J'espère que Babacar Ndao Faye est en ligne. Bonsoir, Babacar. Babacar n'est pas encore en ligne. Sinon, on peut... Oui, Babacar, bonsoir. Oui, le temps que Babacar soit parfaitement en ligne, donc vous pouvez rebondir un peu rapidement sur... Je vais juste faire un résumé, je ne vais pas être long comme mon confrère. Alors, il a dit tout à l'heure qu'il y a ce que la Constitution dit, il y a ce que le peuple dit, il y a ce que Dieu dit. C'est-à-dire que là, il nous rejoint que la Constitution dit que M. Ouattara ne peut pas faire un 3e mandat. Ça, c'est la question que je voulais poser. Oui. Donc,
en décidant du boycott actif, ça veut dire en fait c'est un boycott. Vous balisez la voie à Alassane Ouattara, donc il va gagner quoi. Vous lui faites la courte échelle un peu. Non, quand on fait le boycott actif, c'est-à-dire qu'on ne participe pas aux élections. Ouais. On ne retire pas notre carte d'électeur parce que ce n'est pas inclusif, ce n'est pas transparent et ce n'est pas démocratique. Vous comprenez? Oui. Et même s'il va en roue libre, et même s'il gagne, lui-même il se proclame vainqueur, mais ça ne sera pas reconnu. Nous, on ne va pas le reconnaître comme président. La communauté internationale ne va pas le reconnaître. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'aura pas d'élection, parce que ça ne sera pas une élection inclusive. Maintenant, l'opposition est tellement responsable à donner des directives. Nous avons demandé la dissolution du Conseil économique, de la CEI, la dissolution du Conseil constitutionnel. Nous avons demandé l'audit de la liste électorale. Ça, ce sont vraiment des choses qu'on peut le faire. Le Burkina Faso a fait l'audit de la liste électorale rapidement. On a vu qu'il y a des doublons, il y a des gens qui étaient décédés, il y a des gens qui... Voilà, tu vois. Mais dans tout ça, il y a autre chose, c'est-à-dire l'opposition, elle est émiettée, elle est divisée, vous n'arrivez pas à vous entendre. Et ça, c'est une grave lacune. Non, ce n'est pas du tout. Aujourd'hui, l'opposition est réunie à 100%. M. Soro Guillaume et M. Gbagbo, M. Bédié, M. Afin Guessan, toute l'opposition est ensemble contre M. Ouattara seul. Voilà. Donc l'opposition n'est pas unie. Très bien. C'est ça qui représente la CDRP au fait. Voilà, on va voir notre envoyé spécial Babacar Ndaoufé qui se trouve à Abidjan. Rebonsoir Babacar. Rebonsoir Hassan, j'espère que cette fois-ci c'est le bon. Oui, je vous entends pas très bien, mais je peux vous poser la question. Est-ce que vous pouvez nous faire part des dernières données à Abidjan et en Côte d'Ivoire et quels sont les tout derniers éléments en termes d'information dont vous êtes en possession? Ce qu'on peut retenir aujourd'hui à quelques heures de ce scrutin, c'est que la peur grande à Abidjan et autour des principales villes d'Ivoire, alors que les acteurs continuent d'avoir des traits tranchés, le spectre des démons de la violence qui ont émaillé la présidentielle de 2010 au-dessus du pays de la levée des billets et des emplettes dans les supermarchés, les boulangeries sont littéralement dévalisées pour faire le plein de pain. Et je pense que c'est un indicateur du niveau de la psychose des boutiquiers qui ne voient plus le moindre client après la prière du vendredi. Les ruelles sont désertes depuis quelques heures. Il est 1h50 et je peux vous assurer que depuis 19h au quartier du plateau, on ne voit presque plus l'ombre à part les forces de l'ordre. On a fait un petit tour dans la ville il y a quelques minutes, mais c'est impressionnant, on ne voit absolument personne. À un moment donné, certains ont cru qu'il y avait peut-être un couvre-feu, mais il n'en était rien. C'est juste l'atmosphère générale. On nous a fait vraiment de certains points chauds, mais c'est un peu à l'écart d'Abidjan, comme à Dabou ou à Yopougon, qui ont fait le lit de la violence pendant plusieurs jours. Et les conflits intercommunautaires sont peut-être craints quelque part par la population. Les gens ne savent pas encore comment cela va se passer demain. Il y a cette psychose-là qui plane au-dessus de la tête de plusieurs personnes ici, certains qu'on a interrogés, certains ont même peur parfois d'aller voter, d'autres disent qu'ils vont aller voter, mais en faisant très très tôt, puis rentrer chez eux pour observer. Je pense qu'il y a cette inquiétude-là qui plane au-dessus de tout Abidjan. Très bien. Ressenti que les Abidjanais et les Ivoiriens ne se rendraient pas aux urnes comme ils devraient le faire en temps normal. Ça veut dire que ça va être partagé entre, comme on le devinait, entre pro-Ouattara et ceux qui sont dans l'opposition. Je pense que dans les fiefs où Ouattara et ses soutiens sont
sont nombreux, il y aura peut-être mais dans les autres zones qui sont les fiefs à la fois de ces adversaires qui ont réclamé ce boycott actif-là, comme on dit, que ce soit le fief de Pascal Affi-N'Guessan, celui de Henri Konan Bédié, et même celui de Guillaume Soro qui n'est pas là, celui de Laurent Gbagbo qui n'est pas là. Il y aura peut-être une baisse d'affluence par rapport aux élections précédentes. Mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est qu'il y a un déploiement impressionnant de forces de l'ordre. On parle de 35 000 hommes qui seront déployés pour tout le temps que durera. On attend de voir ce que cela va donner dans l'opération. Merci beaucoup, Babacar. Donc, on vous retrouvera demain dans nos prochaines éditions. Nous revenons sur le plateau avant que de prendre... Sinon, on peut prendre le confrère qui se trouve actuellement à Londres. Bonsoir. Monsieur... On va regarder encore son nom. Monsieur Henri-Pierre Koubaka, un confrère spécialisé en gestion des projets migratoires et en résolution des conflits. Et il a eu à couvrir plusieurs élections ici en Afrique, en Europe ainsi qu'aux États-Unis. Bonsoir, Monsieur Koubaka, si vous m'entendez. Oui, apparemment, M. Koubaka ne nous entend pas. On va continuer avec notre invité sur le plateau. Donc, on a entendu Alassane Ouattara parler de Koukao. Koukao, c'est pas très gentil. Si jamais ça vous arrive, hein, c'est fini pour votre champion. Non, c'est pas Koukao. Il a dit un Koukao. C'est-à-dire que ça sera la victoire au premier tour. Voilà, c'est pas Koukao, mais un Koukao qui veut dire en langage ivoirien. Il ne doit pas avoir le deuxième tour. Au premier tour, il est déclaré vainqueur et puis c'est terminé. Voilà. Bon. Donc, s'il le dit, peut-être il a des raisons. Parce que les informations qu'on a, c'est-à-dire c'est un bon président qui a des résultats et des actifs économiques. Il a construit beaucoup d'infrastructures routières, ferroviaires, etc. Est-ce que vous pouvez faire un témoignage, même si vous êtes de l'autre bord? Oui. La politique, on ne le fait pas aussi avec l'hypocrisie. Comme je le disais tantôt, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. M. Ouattara est un économiste, il a fait du bon travail en Côte d'Ivoire. Ces 2 mandats, effectivement, l'économie s'est relevée, il a fait des routes, des ponts, même le 3e pont qui porte le nom de notre président champion, Henri Konan Bédié, pont HKB. Voilà, le nouveau stade, tout ça. Il a fait des infrastructures économiques. Voilà, il a travaillé. Mais le problème qui se pose aujourd'hui où il y a 70 morts à Abidjan, aujourd'hui où il y a une crise préélectorale, c'est lié... Les 70 morts, c'est vous qui les... Ça vient d'où ce chiffre-là? Du peuple. Du peuple. C'est le peuple qui sort, qui est en colère. Et l'armée, les policiers tirent à base de guerre et puis meurent. Donc aujourd'hui... Les 70 morts, est-ce que ce n'est pas les conflits interethniques et même religieux dont on parle là? Il n'y a pas de conflit interethnique, les Ivoiriens ont toujours vécu en bon escient. Il n'y a pas de problème d'ethnie, de baoulé. C'est les gens qui veulent mettre ça dans la tête des gens. Le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le viol de la Constitution. C'est tout. Une fois que c'est réglé, Abidjan sera en paix. Voilà, très bien. Donc, votre adversaire sur le plateau reconnaît un peu les performances économiques de votre candidat Alassane Ouattara. C'est suffisant pour opérer le coup KO et passer dès le premier tour demain? Ah oui, ça serait plutôt un KO debout. Parce qu'un coup KO, mais ça serait un KO debout. Donc, ce que je vais dire à M. Kouakou, tout à l'heure, il disait que j'ai dit que le président Alassane Ouattara ne devait pas être, n'est pas retenu pour, ne devait pas être retenu pour un 3e mandat. Moi, je vais dire tout simplement à monsieur Kofi que en Afrique, ça veut dire que le seul problème en Afrique, c'est que l'opposition ne se prépare jamais pour affronter les élections. Depuis 2016,
2015, il savait qu'il y avait des élections en 2020. Et tout à l'heure, vous lui avez dit que l'opposition était divisée. Il dit non, qu'ils sont réunis. Ils sont réunis à partir de quelle date? Parce que M. Afin Guessan avait déjà son problème, la division au sein de son parti entre lui et les pro Mme Gbagbo et pro Afin Guessan. Donc ce problème est là. Et M. Afin Guessan, à son investiture, même a bien insulté Bédié, à son investiture avant le dépôt de sa candidature. Et M. Afin Guessan se retrouve avec M. Bédié, tout d'un coup, ils deviennent des amis. Et tout d'un coup, ils arrivent à parler d'une opposition réunie. Vous êtes réunis sur quelle base? Vous êtes réunis sur quelle base? Sur une base tout simplement parce que vous partez contre la personne d'Alassane Ouattara et non pas contre la Constitution. Parce que la Constitution, M. Afin Guessan, lui, il avait prononcé en disant que je ne vote pas le référendum parce que le président Alassane Ouattara aura encore besoin de faire un autre mandat. C'était bien clair et c'est sur les réseaux sociaux. C'est sur l'Internet plutôt. Donc, si vous saviez très bien qu'il n'allait pas se présenter, vous aurez dû tout simplement modifier à l'Assemblée nationale sans passer au référendum. Donc, il faut apprendre à lire les constitutions. Parce que c'est la politique de la chaise vide et c'est cette politique-là qui amène l'opposition quand ils n'ont pas les moyens financiers pour organiser des élections. Alors, ils instrumentalisent la population et on fait croire à la population que la population se révolte. Et qu'est-ce que la population a à voir avec des conflits intercommunautaires? Des peuples qui vivent depuis des décennies d'années. C'est le message que les politiques introduisent dans la population pour les aider à atteindre leurs objectifs. C'est ce qui se manifeste. Quand il parle de 80 morts, où il a eu ces 80 morts, nous, on a entendu parler de 16 jusqu'à 30 dans un conflit communautaire, mais lui, 80 morts, il a fait sortir ces chiffres-là d'où? Voilà, parce qu'il ne faut pas prononcer des chiffres pour les prononcer. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de morts que vous avez gagné une bataille. Non. Un seul mort chez nous, c'est de trop. Mais est-ce que, parce que Bédié doit être candidat, Afin Guessan doit être candidat, que des gens doivent mourir? Mais je dis non. Je préfère entendre des gens mourir pour la Bible ou pour le Coran, mais pas pour une constitution. C'est des hommes qui changent, ils changent, ils rechangent. Mais il faut savoir parler à la population. Très bien. Il faut savoir parler à la population. Et moi, je pense que une fois qu'on est dans un État, la loi peut ne pas être appréciée, mais c'est la loi. M. Bédié a dirigé le pays avec les mêmes lois. M. Afin Guessan a été Premier ministre avec les mêmes lois. Et c'est les mêmes lois et les mêmes constitutions que Alassane a trouvées là, en changeant seulement les personnes. Très bien. M. Kouadio. Je vais rapidement résumer cette partie pour lui faire savoir que si c'est parce que le problème de la Constitution les amène à faire croire que eux, ils ont reçu une désobéissance civile, mais ça a échoué, parce qu'ils auraient pu remplir le stade Félix Houphouët-Boigny, on allait voir réellement qu'ils étaient vraiment capables. Hein. Parce que les élections vont avoir lieu demain, et même s'il n'a pas retiré sa carte électeur, mais c'est une bonne chose pour nous, parce qu'après les élections présidentielles, on passe aux législatives. Donc s'ils n'ont pas retiré les cartes, nous, on va récupérer encore les députations. Très bien. Ah, voilà. Oui, on va revenir. Parce que le pays ne fonctionne pas pour Bédié ou pour Afin Guessan. Hein. Nous, on a besoin d'évoluer. Très bien, très bien. On va revenir à vous tout à l'heure. On rebondit rapidement avec l'invité sur le plateau, représentant de Henri Konan Bédié. L'autre du RHPD dit que vous balancez des chiffres à l'emporte-pièce, mais on va vous rappeler aussi que votre candidat était le promoteur du concept d'ivoirité, et ça a fait très mal à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, il a regretté tout ça? Bon, l'ivoirité, c'est... Des gens ont transformé le sens de l'ivoirité. L'ivoirité qui a été dit par le président Bédié, c'était pas dans le cadre de fuster certains ou d'écarter d'autres. Il a simplement dit, pour être président ou pour être candidat à une élection présidentielle à Abidjan, il fallait être de père et de mère ivoirienne. Ça, c'est dans la Constitution. C'est même peut-être dit dans la Constitution sénégalaise. Ça visait personne. Ça visait personne. Maintenant, étant donné que si ça le visait, c'est qu'il y a un problème avec la nationalité.
Maintenant qu'il a fait sortir ce concept et que ça a visé M. Ouattara et que ça l'a posé préjudice, c'est ce que les gens ont pris pour changer, pour dire que c'est M. Bédié qui a créé le concept de l'ivoirité afin d'écarter M. Ouattara. C'est tout. Sinon, l'ivoirité en thème, c'est clair. Moi, par exemple, aujourd'hui, je termine avec ça. Je suis ivoirien de père, mais sénégalaise de mère. La constitution de mon pays, à Abidjan, ne me permet pas d'être président en Côte d'Ivoire. C'est ça l'ivoirité, au fait. C'est tout. Très bien. Et aujourd'hui, quels sont les véritables défis, les problèmes de la Côte d'Ivoire? Quels sont-ils, d'après vous? Le véritable problème, c'est ce que moi je pense en tant que citoyen, en tant que responsable politique, c'est qu'en tant qu'Africain aussi, on doit pouvoir respecter nos lois, la loi fondamentale. Parce que c'est cette loi fondamentale qui régisse entre les citoyens dans une société. Si on dit ça et qu'on fait autre chose, c'est ce qui crée le résultat. Quand M. Ouattara dit aujourd'hui je ne suis pas candidat, et puis demain il dit je suis candidat, les gens sautent, ils brûlent les punais, il y a des morts. Les chiffres que j'ai avancés, je n'ai pas imaginé. Il y a eu des morts à Dabou, à Bonois, à Bassam. C'est comptabilisé et ça y est là. Donc là, vous nous dites que Ouattara n'a pas de parole. Non, pas qu'il n'a pas de parole, mais il n'a pas tenu sa parole. Parce qu'une parole d'un homme, la parole c'est ce qui définit un homme. C'est pour ça que je vous ai dit, laissons ce domaine de candidature, de trahison, de tu m'as trahi, mais regardez un peu sur le concept moral. Très bien. Le chef de l'État convoque le congrès d'un pays, le congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire que tout le peuple. Et dans une séance extraordinaire, il proclame au pupitre, je ne suis pas candidat en 2020. Je me retire pour transférer le pouvoir à une génération plus jeune. Très bien. On va prendre toujours Monsieur Fortune. Vous êtes toujours en ligne. On a entendu votre vis-à-vis dire que votre candidat n'a pas tenu parole. Mais nous, on a une autre observation, c'est que le pouvoir en place en Côte d'Ivoire a tout fait pour écarter des potentiels, des candidats dangereux, entre guillemets, en l'occurrence Gbagbo et Guillaume Soro. Est-ce que votre candidat ou est-ce que la Côte d'Ivoire est une démocratie en 2020? Ok, mais déjà avant de répondre à votre question, permettez que je dise à M. Kouakou, M. Kofi Kouakou, il a dit tout à l'heure que lui, il est de mère ivoirienne ou plutôt de père ivoirien et de mère sénégalais et qu'il ne peut pas se présenter. Je dis non, parce que la Constitution a été modifiée en 2000 où on dit maintenant de père ou de mère. Vous voyez que l'opposition ne prend même pas son temps pour lire les textes. Il ne prend même pas le temps pour lire les textes et il se réfère seulement sur du sensationnel et qui vient se mettre sur les antennes. Autant de Bédié avec l'ivoirité, c'était de père et de mère. Maintenant, en 2000, avec le coup d'État de Gueye, ils ont refait une autre constitution où on dit maintenant de père ou de mère. Donc vous voyez que lui-même, il peut être président de la République. Donc là, je l'amène à lire la Constitution parce qu'il n'est pas encore informé. Maintenant, son mot d'ivoirité, c'est un mot que tous les Ivoiriens, aucun Ivoirien ne comprend. Donc moi, je pense que c'est lui, M. Kofi et M. Bédié, ceux qui savent, qui peuvent interpréter. Moi, je ne rentre pas dans ce mot. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des gens qui ont été éliminés. Mais M. Alassane Ouattara a été écarté en 1995 par M. Bédié, M. Henri Konan Bédié. Mais la Côte d'Ivoire a fonctionné. Il est parti aux élections seulement qu'avec M. Francis Vaudier. Mais M. Gbagbo n'a pas pu se présenter, il a boycotté. Mais ça n'a pas empêché M. Bédié de continuer. Mais en 2000, M. Gbagbo et M. Gueye ont écarté M. Alassane Ouattara de la présidentielle. Ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire d'avancer. Mais M. Alassane a patienté jusqu'en 2010. Donc ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui élimine les gens. Vous savez, s'il y a un président qui a été plus large,
Moi, je vous dis qu'en 2010, il était formellement interdit à des militants du RDR de porter un t-shirt. Je vous dis un t-shirt de Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Si vous portez un t-shirt d'Alassane Ouattara, on vous brûle avec ce t-shirt-là. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, tout le monde a cette liberté de circuler. Vous avez entendu depuis que le président Alassane Ouattara règne, vous avez entendu quelqu'un qui a disparu, qu'on a tué, vous avez entendu parler d'escadron, de la mort, de quoi que ce soit. Les citoyens vaguent à leur occupation, c'est le travail. Il a inculqué l'amour du travail aux uns et aux autres. Donc, la Constitution, là, ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui l'a rédigée. Ça a été rédigé avec le président Henri Konan Bédié. Très bien, très bien. Attendez que je termine rapidement là. Et je vous dis aussi que ceux qui ont été éliminés, ils ont mis sur pied une commission avec l'opposition. Donc, ils se sont retrouvés avec l'ex-premier ministre qui est décédé. Ils ont eu des rencontres avec la société civile et ils en ont décidé ainsi. Mais le président de la CEI, il n'est pas nommé par le président de la République, il a été élu par ses pairs juristes. Donc ce n'est pas au président Alassane Ouattara de le démettre, il ne l'a pas nommé. Maintenant, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, mais si eux disent par exemple que les institutions de la Côte d'Ivoire ne sont pas crédibles, mais quelque chose qui n'est pas crédible, comment se fait-il qu'eux puissent aller déposer leur dossier dans une institution qui n'est pas crédible jusqu'à ce qu'on proclame les résultats et après, vous êtes retenu, vous êtes 3 candidats retenus contre une personne. Voilà, M. Kouadio. Oui. Oui, c'est bon. Le seul problème qu'on a avec vous, c'est que vous développez sans arrêt. On ne veut pas vous couper. Mais on va vous demander de... Oui, mais parce que l'autre, il est voilà, c'est ça. On va revenir à vous tout à l'heure. Je vais lui poser plusieurs questions. Et moi aussi, je profite de l'occasion aussi pour me rattraper. Oui, c'est ça. D'accord, d'accord. On va revenir à vous avant de terminer. Donc, on retourne à Londres avec le confrère qui s'y trouve. Donc, on va lui poser la question qu'on a posée tout à l'heure. Comment est-ce qu'il analyse, comment est-ce que vous analysez la situation politique en Côte d'Ivoire à la veille de son élection présidentielle? Bonsoir et merci. Il y a clairement un conflit avant les élections. Et en ce moment, il y a de sérieuses craintes que la Côte d'Ivoire ne connaisse des troubles pendant et après le scrutin. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment, ce que nous voyons en ce moment est qu'il y a d'un côté une opposition et de l'autre côté, il y a un pouvoir. L'opposition estime qu'on a piétiné la Constitution et que cela n'est pas tolérable. L'opposition demande à pouvoir s'asseoir pour pouvoir discuter des conditions d'organisation de l'élection. Et l'opposition est allée jusqu'à demander, même à un certain moment, il était question du retrait de la candidature du président sortant, puisqu'il est une menace pour la paix. De l'autre côté, le président sortant, M. Ouattara, dit que la Côte d'Ivoire est un État de droit et que pour lui, être un candidat aujourd'hui est un sacrifice et un devoir patriotique. Et que donc sa candidature est stabilité et signe de stabilité pour le pays. Pour le président Ouattara, les élections se tiendront comme prévu par la Constitution de novembre 2016. Il n'y a pas de facilitation, il n'y a pas de report, il n'y a pas de transition. L'opposition promet d'empêcher l'ouverture des bureaux de vote et la distribution des bulletins de vote. Il y a déjà officiellement 30 morts à la suite de violences depuis que le président Ouattara a décidé d'être candidat. 30 morts officiellement. Chaque camp blâme l'autre pour les morts qui sont là. Tout à l'heure, je disais qu'il y a une forte crainte que le vote ne puisse pas se dérouler. Et même s'il se déroule, il y a une forte crainte que la situation se détériore encore et qu'elle nous fasse vivre le cauchemar de 2010-2011 après une élection présidentielle qui était très contestée entre les présidents, enfin le candidat à l'époque Ouattara et le président sortant Gbagbo. Ce qui inquiète dans la sous-région, c'est que la Côte d'Ivoire risque de s'ajouter encore une fois à la liste de pays dont le conflit post-électoral déstabilise la région.
Nous avons vu ce qui s'est passé en Guinée, où la question du troisième mandat a fait débat et où la crédibilité du système électoral a été remise en cause. C'est ce qui inquiète beaucoup d'observateurs dans la région. Et je m'en arrêterai là pour le moment, parce que l'escalade qui inquiète n'est pas quelque chose de facile pour la sous-région. Et donc, tout le monde en ce moment a raison de garder son attention sur la Côte d'Ivoire. Avant de reprendre toujours le représentant du RHDP, M. Fortune, donc nous revenons à vous. Est-ce que vous pensez que... Bon, il y a des candidats, il n'y a que 4 candidats là-bas chez vous, dont M. Bertin. Donc, M. Bertin, vous pensez, on dit qu'il est un petit poussé, d'autres disent que c'est un... c'est un agent d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous dites, vous? D'accord, avant de répondre à votre question, j'insiste à saluer l'analyse de votre observateur. Mais il vous a contredit un peu. Il a dit qu'il n'y a que 30 morts officiellement. Sur les 30 morts, c'est officiellement. Ouais. Nous avons des gens sur le terrain. Et je vous dis que c'est 70 morts. Mais officiellement, c'est que l'État a donné comme information, c'est 30 morts. Là, il a dit officiellement. Moi, c'est un chiffre, c'est des chiffres qui sont officieusement, qui sont vraiment de façon officieuse. Mais vraiment, je salue son observation. Il a tout dit. Il a dit la vérité et on sait que tout ce qu'il a dit, c'est ce que nous on réclame. Et c'est tellement juste. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, il y avait 44 candidats, 44 Ivoiriens qui voulaient être présidents de la Côte d'Ivoire, qui remplissent les conditions. Sur les 44 candidats, il y a eu la loi de parrainage, il y a eu la loi de dépôt. Chacun a rempli sa part. Ensuite, il y a eu 4 qui ont été retenus. Mais ceux qui ont été disqualifiés, c'est de façon... C'est sciemment que le pouvoir les disqualifie parce que ce sont les candidats gênants. Mais il y a un parrainage, il y a un système de parrainage, comme ça s'est passé ici chez nous en 2019. Vous pensez que M. Laurent Gbagbo ne peut pas obtenir 1% de la population en Côte d'Ivoire? Non, Gbagbo, c'est des histoires judiciaires. Disons à Montano, ancien ministre des Affaires étrangères. Vous pensez qu'il ne peut pas obtenir 1% de la population? Mais c'est ce que Oui, mais c'est pour vous dire que la Cour constitutionnelle est dirigée par une mallette de M. Ouattara. Bon, revenons sur la question. 4 candidats. 2 se retirent, Bédié et Afi. Ils lancent la décision, le boycott actif. Et le dernier, comme l'avait dit M. Kwadjo Konan Bertin, Kakabe. Mais Kakabe, je ne veux pas... C'est une dame de compagnie de M. Ouattara. bon, pas dame de compagnie, disons. Écoutez, disons, c'est un ami, quoi, pour soigner un peu. Lui, il est du PDCI. Et M. Kakabe, je ne veux pas lui parler, je ne veux pas parler mal de lui. C'est un monsieur du PDCI qui n'a jamais travaillé dans la fonction publique. C'est-à-dire, quand il a fini d'être étudiant, il a été député de PDCI à EDEA, à Port-Boué. Après ça, il n'a plus eu de fonction dans l'administration nationale. Bon, moi, j'ai fait un constat simple. Le salaire d'un député à Abidjan, ça ne dépasse même pas 1,5 million. M. Kakabe est candidat pour le PDCI, d'abord pour la convention. Il verse d'abord 30 millions. Ensuite, il est candidat pour être président de la République, qui faut une caution de 50 millions. Ça veut dire 80 millions. Un monsieur qui ne travaille pas, où n'enlève ça? Ensuite, il est candidat à l'élection présidentielle, qu'il faut au moins une campagne qui vaut minimum 30 milliards pour une campagne présidentielle. Et là, il fait campagne. Les gens disent sur les réseaux sociaux, ce que j'entends, c'est que compte tenu que M. Ouattara ne pouvait pas aller lui seul, c'est-à-dire que lui seul, il est candidat, lui seul, il est opposant, il fallait qu'il se trouve un opposant. Et c'est son opposant qui est là. Il finance sa campagne, il l'aide et il accompagne. Donc il avait intérêt à avoir un candidat fantoche, quoi. Fantoche. S'il voulait vraiment aller aux élections, il remplissait les conditions. Mais Kakabe, c'est pas ce qu'il dit. Il dit qu'il va révolutionner il va dire ce qu'il a la Côte dit. d'Ivoire parce qu'il y a trop d'extrémités et trop de clivages. Il va dire ce qu'il a dit. Il y a eu... Mais lui, il se prend sérieusement. Il se prend au sérieux. Oui, moi, j'ai pas de problème avec lui. Le problème, c'est qu'il doit être du côté du peuple. Nous, l'opposition, on décrit quoi? La CEI. C'est tellement simple. On dit que la CEI n'est pas équilibrée. Équilibrée, on dit qu'ils ont fait l'audit de la liste électorale. Parce que moi, j'ai reçu, par exemple, la liste électorale de Dakar. Il y a des gens, par exemple,
qui ont sur la liste, qui ont 109 ans, qui ont 2 ans, qui ont 8 ans. Donc, ils ont demandé l'audit général international de la Ligue. Mais ça a été fait au Burkina. En 72 heures, l'audit a été fait. Il y a eu des doublons. C'est tout ce que le président demande en Côte d'Ivoire, c'est tout. Très bien. Très bien. On va repartir à Londres. On va demander à Fortune du RHPD de patienter un peu avant qu'il nous livre ses dernières considérations. On va reprendre Henri Pierre pour lui demander, parce qu'il semble très très inquiet du futur de la Côte d'Ivoire, de sa stabilité et de la paix globale là-bas. Alors la question, c'est que fait actuellement la CEDEAO, qui a envoyé d'ailleurs des observateurs, des dizaines et des dizaines. Que fait l'Union africaine et que fera la communauté et que doit faire la communauté internationale selon vous, Monsieur Henri Pierre? Oui, la CEDEAO, l'Union africaine ont déjà des représentants à Abidjan. Il me semble même que M. Adjibou Soumaré est l'un des directeurs ou l'un des directeurs des observateurs de la mission des observateurs de l'Union africaine, je pense, si je ne m'abuse. Mais il est clair qu'en Afrique, nos voix ne peuvent pas tenir sans la communauté internationale. Sans de la communauté internationale, nos pouvoirs ne peuvent pas marcher. Je sors du cadre de la CEDEAO et de l'Union africaine, et même des Nations Unies. Le rôle des Nations Unies pendant les élections de 2010 avait été assez contesté. Mais quand on parle de la communauté internationale en général, nous nous rendons compte qu'il y a des intérêts économiques dans les pays d'Afrique. Les gouvernements africains semblent être là pour garantir des politiques qui sont conçues en Europe. Ce sont des politiques qui sont là pour garantir que les économies européennes fonctionnent normalement. Donc, quand on est observateur pour des élections pareilles, il est très difficile d'avoir une immersion totale. Parce que vous arrivez la veille ou l'avant-veille de l'élection, vous allez rendre visite à certaines personnalités, la société civile, des politiciens, vous allez visiter certains bureaux de vote. Le jour du scrutin, vous allez faire le tour de quelques bureaux de vote et après, vous sortez votre rapport et nous avons l'habitude d'entendre le rapport qui dit que les élections se sont passées de manière calme, la population était sereine et qu'il y a eu certaines erreurs, mais que ces erreurs-là ne tachent en rien la crédibilité du scrutin. Ce qui se passe aujourd'hui est que la communauté internationale ne peut pas garantir aux citoyens africains le scrutin se déroulera de manière limpide et que les résultats, une fois proclamés, seront les vrais résultats sortis des urnes. Je pense que c'est là où se trouve le conflit en Guinée. On l'a vu dans d'autres pays. Et donc, le rôle de la communauté internationale n'est pas tout simplement d'observer, mais aussi d'assurer que les résultats sortent, que ces résultats-là ne vont pas créer des conflits post-électoraux. Maintenant, il est clair que la communauté internationale ne peut pas prendre la place du citoyen lambda ivoirien. Cela est très clair. Mais je pense que leur rôle est de plus en plus analysé et on leur demande beaucoup plus de garanties si on vient observer des élections, qu'on donne garantie que ces élections-là ont des résultats et des scrutins limpides. On va vous libérer en vous remerciant pour vos éclairages depuis Londres sur la situation ivoirienne. On va donc peut-être terminer l'émission en reprenant Kouadio Fortune du RHPD, c'est l'un des conseillers du RHDP, donc l'un des conseillers du délégué régional. Monsieur Fortune, vous êtes toujours en ligne, on va vous poser la dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour préserver et sauver
la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, quelle doit être vraiment l'attitude du président de la République qui a donc un peu bouleversé la donne en briguant un troisième mandat. Ok, ce que je vais tout simplement dire, je vais rapidement, permettez-moi que je réponde directement à la préoccupation que mon collègue vient de dire. En parlant de Kakabe, Kakabe c'est quelqu'un qu'il faut féliciter, hein, il est fier, nous sommes fiers de lui parce que c'est l'avenir. Lui, il projette son futur. Et ce n'est pas parce qu'il n'est pas fonctionnaire que ça ne veut pas dire qu'il n'a pas les moyens. Parce qu'il finançait 25 millions au niveau du PDCI et là, on ne l'accusait pas qu'il n'était pas fonctionnaire. Et parce qu'il est candidat et qu'il a posé ses prérogatives au PDCI, qu'il n'a pas respecté, qu'il s'est retiré pour être indépendant, en ce moment, il devient maintenant la poche d'Alassane Ouattara. Alors moi, je dis non. Et je vais dire à l'opposition que quand on n'est pas d'accord pour quelque chose, on ne dépose pas ses dossiers dans une institution qu'on n'est pas d'accord. Vous déposez vos dossiers et puis après vous dites que non, qu'elle n'est pas crédible. Pourquoi vous l'avez déposé? Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, je vais dire, la Côte d'Ivoire n'a aucun problème. La population ivoirienne n'a aucun problème. Vous avez plus de 5 millions d'étrangers en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun problème avec la population. Il n'y a pas de crise intercommunautaire en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de crise interreligieuse en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Quand vous entendez qu'il y a des soulèvements en Côte d'Ivoire, c'est des manipulations politiques. Et ça se passe chaque 5 ans ou chaque 10 ans. Donc il faudrait que ce soit très clair que les Ivoiriens n'ont aucun problème avec les étrangers, comme les étrangers n'ont aucun problème avec les Ivoiriens. On vit en parfaite harmonie. Ceux qui ont des problèmes, c'est seulement les politiciens parce qu'ils cherchent des intérêts personnels. L'opposition n'a aucun sou pour organiser les élections et c'est pour ça qu'ils rentrent dans la marmaille. Si le président Alassane les avait appelés pour leur distribuer de l'argent, ils allaient sortir pour dire qu'on s'est bien entendu, voilà, tout se passe bien. Mais l'argent est distribué dans la population. C'est-à-dire que le circuit qui passait, où l'argent était dilapidé, ce n'est plus possible en Côte d'Ivoire. Donc je vais dire que le pays est bien dirigé et bien géré. Et la paix en Côte d'Ivoire, il y a la paix. Vous pouvez descendre aujourd'hui et revenir. Vous n'avez pas, au centre d'Alassane Ouattara, vous avez entendu une fois qu'il y a eu disparition d'un quiconque André qui fait ou d'un journaliste français. Tous ceux qui quittent pour aller en Côte d'Ivoire, qui a une fois atterri en Côte d'Ivoire et qui ne s'est pas senti à l'aise. Le président Alassane a donné la liberté d'expression à tout le monde. L'opposition a la chance de manifester, de faire des conférences, mais au temps d'Alassane Ouattara, il n'avait pas cette possibilité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un état de droit. Et que l'opposition doit savoir que nous sommes dans un état de droit et que la Côte d'Ivoire a changé. Donc eux, ils peuvent continuer dans leur politique de la chaise vide. Les Ivoiriens ont besoin de d'autres choses que ça. Et même vous voyez bien que les élections en Côte d'Ivoire, on ne choisit pas le parti. On choisit la personne qui est en face de toi. C'est pour ça que vous avez vu aux élections municipales, il y a eu des votes sanctions. Plus de 90 candidats indépendants ont battu des partis politiques. Ça veut dire qu'on ne choisit plus les partis politiques, mais on choisit des candidats capables de développer une région. Les démagogues, on n'en veut plus. Donc si nous sommes derrière le président Alassane Ouattara, c'est parce qu'on n'a pas vu derrière lui qui est capable de faire comme lui. Les autres sont passés, on les a vus, ils n'ont rien fait. Donc ils n'ont rien fait, lui au moins, et lui il est fier. M. Kofi est fier de dire qu'il a travaillé. Mais est-ce que lui, son candidat a travaillé? Monsieur Fortune? Oui. Oui, on va vous remercier pour toutes les réponses que vous nous avez fournies ce soir, même si elles ont été longues là. Hein? Oui. Merci. Hein? En tout cas, merci beaucoup à votre chaîne. Nous sommes fiers de partager cette émission avec vous. Et nous serons toujours heureux d'y participer à chaque fois que vous nous ferez l'honneur de participer. Merci beaucoup, merci et bonne nuit. Donc nous allons repartir à Abidjan pour reprendre Babacar Ndaoufé. Semble-t-il qu'il a la presse à venir, donc la grande presse ivoirienne. On se souvient de Fraternité Matin. Rebonsoir donc Babacar Ndaoufé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en termes de revue de la presse ivoirienne?
Bonsoir Hassan. Alors, ce qu'on constate dans la presse ivoirienne, c'est que tout est séparé en deux camps. Les tirs prennent position de façon claire et nette. Là, par exemple, on le voit sur le titre de l'Arc-en-Ciel qui prend clairement position avec un gros titre, Alassane Ouattara, ça suffit, et qui se pose des questions sur son bilan, qui doute du bilan de Ouattara, qui se demande s'il est véritablement fêtiste et qui se pose des questions sur sa légitimité. On a également, dernière heure, qui qui annonce que tous assomment Ouattara, à peu près le même, on va dire le même camp. Et puis on a ceux qui sont plutôt favorables à Alassane Ouattara, le candidat à sa propre situation. C'est le cas de Nessor qui dit que la victoire est confirmée. On a également le mandat, par exemple, qui annonce que les producteurs sont engagés pour Ouattara électrise les foules. C'est une position très nette, très claire, très tranchée. On ne se cache pas pour prendre position. L'expression qui, dans sa une, annonce que Ouattara a tué le match avant le vote. Et ce sont comme on l'a dit, ce sont des positions assez tranchées qui dénotent un peu avec ce qu'on connaissons. Ici, les positions sont assez clairement. Tu es pour ou tu es contre. C'est pour la plupart des tons qui sont sortis, chacun prend position en fonction de son. Boubacaré, bonne nuit à vous. Vous nous rappelez aussi que vous êtes un supporter de Marseille. Il y a de grandes équipes là-bas à Abidjan comme la SEC, etc. Donc, oui, c'est ça, et Africa. Merci. C'était donc avec l'appui des outils médiatico-techniques que nous avons eu tous nos invités ce soir. On va poser la dernière question à celui qui est avec nous et nous en sommes contents. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a vu un journal qui dit que le match est tué. Votre réaction? Il n'y a pas match là pour cette élection. Il n'y a pas de match puisqu'il est seul. Il joue lui seul, il habite lui seul, il est seul, il est son adversaire. Donc, ça sera une élection où il dira que lui seul qu'il a gagné et ça va emmener encore des grandes troubles. C'est ce que le président Gbagbo a dit hier. On va vers la catastrophe. Pour répondre à la question que vous avez posée à mon confrère qui a parlé pendant 5 minutes sans répondre, négocier, s'asseoir, négocier. Si on ne veut pas des morts comme en 2010, les présidents Ouattara, Bédié, Gbagbo et toute la classe politique reporter ces élections, s'asseoir et négocier. Comme le président Oufou le disait, asseyons-nous, et le président Gbagbo le dit, asseyons-nous et discutons. C'est tout ce qui peut régler le problème en Côte d'Ivoire. Vous nous avez cité que des dinosaures. Mais où est la jeunesse ivoirienne? Elle n'a pas d'ambition. La jeunesse ivoirienne a des ambitions. Le problème, en fait, en politique, comme on le dit, on peut pas, les 3 dinosaures, on ne peut pas les enlever comme ça. Ce sont des leaders de parti. Le président Bédié, par exemple, il a 86 ans, c'est le président du PDCI-RDA. Dans nos tests, le président du parti est le candidat du parti. C'est comme ça. Maintenant, il y a une convention. Si le président Bédié ne partait pas, on pouvait avoir Jean-Luc Billon, on pouvait avoir Guy Kaoué, mais il a voulu être candidat, donc il est candidat. Babou Omari, qui était en prison pendant 10 ans. Est-ce que vous avez vu un jeune de son parti qui a voulu prendre son poste? Non, c'est des directives. On ne remplace pas la classe politique comme ça du jour au lendemain. Très bien. Et je rappelle aussi qu'il y a une respectable communauté d'Ivoiriens ici à Dakar et au Sénégal. Oui. Beaucoup d'entre eux vont voter sûrement. Ils vont voter où là? Dans quel quartier? Ici, à Dakar. À Dakar, oui. C'est au point E. Ouais. C'est là qu'on a fait l'enrôlement. Il n'y a qu'un seul centre, non? Oui. Bon, avec comme le boycott actif, les gens même sont découragés. Ça ne vous intéresse pas? Ça ne nous intéresse pas. Très bien. Et là, il a donné les chiffres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu ici 10 personnes, sur 10 Ivoiriens, 4 Ivoiriens ont retiré les cartes électorales. 6, ça ne les intéresse pas, ont boycotté. Donc c'est 40%. Voilà, 40%. Très bien. Donc la communauté ivoirienne, elle se sent bien ici au Sénégal, elle est bien intégrée, il n'y a pas de problème d'intégration ici. Très bien, très bien. Ouais. Moi-même, je suis là il n'y a que 2 ans. Ouais.
Je suis très bien installé. Je travaille pour le Sénégal maintenant. On est très bien installé. On n'a pas de problème de communauté. Non. Il y a l'AMESIS, qui est l'amicale des étudiants et élèves ivoiriens. Il y a l'ASIS, que j'étais membre, l'amicale des cadres ivoiriens. Il y a le FARIS qui coordonne tout ça. Donc les Ivoiriens sont bien organisés. Et demain, on organise un sitting au niveau du King Fahd Palace pour dire non au 3e mandat. Voilà, et vous voyez, les Ivoiriens viendront. Donc ici, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Et même à Abidjan, les Sénégalais, qui sont mes parents là-bas, à Trècheville, ils vivent dans de bonnes... comme je vous l'ai dit, je suis Ivoiro-Sénégalais, donc je connais beaucoup de Sénégalais à Abidjan et je suis Layène. Je suis Layène, donc la communauté Layène de Cambérène est représentée à Makori et je fais mes prières. Moi, je suis musulman en fait. Donc, on n'a pas de problème les Sénégalais, ni ici, les Ivoiriens. Le seul problème qui divise aujourd'hui, qui fait qu'il y a 30 morts, qui fait qu'il y a les pneus boulés, c'est un 3e mandat anticonstitutionnel. Donc, tout ce qu'on dit, c'est la base du problème. Il doit retirer sa candidature et puis faire des nouvelles élections transparentes. Très bien. Voilà, on va se quitter sur ces aspects et sur ces notes. Merci à vous d'être venus et tous nos invités qui étaient en ligne avec les outils techniques. Donc, merci également à la réalisation Ramatoulaye, à la coordination Khalifa Diakhaté et à tous les cadreurs qui sont là, les sondiers, toutes les équipes qui étaient avec nous. Nous vous rappelons que demain, nous allons réitérer, revenir ici, faire d'autres plateaux pour débriefer la journée électorale ivoirienne que nous espérons apaisée parce que nous sommes aussi des panafricains. Bonsoir et merci sur ITV.